Un arrangement brisé. C'était censé être un arrangement purement transactionnel et temporaire, dénué de toute permanence ou implication émotionnelle. Juste moi, Jude, emménageant dans la vaste maison de ma grand-tante Fiona, située à la périphérie tranquille et impeccable de la ville. Son titre officiel, grand-tante, un labyrinthe par définition de lignée, une cousine au second degré, était toujours secondaire par rapport à la réalité. C'était Fiona, une femme élégante d'une intelligence vive, approchant la cinquantaine, récemment et terriblement veuve. Mon objectif dans cette maison, à 24 ans, était simple et logistique. Je devais réduire drastiquement mes dépenses après avoir obtenu mon diplôme. Et elle avait besoin d'une présence masculine constante et compétente, quelqu'un de fiable pour gérer les tâches ménagères, s'occuper des inévitables problèmes d'entretien de la maison et empêcher le vaste jardin de prendre complètement possession de la pelouse. L'accord que nous avions conclu était simple, clair et conçu pour garantir notre sécurité émotionnelle. J'avais géré les exigences physiques, elle m'avait facturé un loyer minimal pour le studio aménagé au-dessus du garage, et nous gardions tous deux une distance respectueuse, presque monastique. Mais la maison elle-même, construite pour des vacances familiales animées et résonnant de la vie fantomatique d'un couple fortuné, refusa d'honorer notre accord. Ce qui se passa tard un jeudi soir, après sa réunion hebdomadaire du club de lecture, prouva que maintenir une distance était impossible dans un espace aussi imprégné de solitude. Cette nuit-là, toutes les limites que nous avions tacitement convenues commencèrent à s'effondrer, lentement et inévitablement. L'isolement est une dynamique à part entière. Je passais mes journées à observer la vie de Fiona depuis la périphérie étroite et envahissante de la maison. Elle gérait son temps avec minutie, remplissant chaque heure d'activité structurée, club de lecture, déjeuner caritatif, consultation de jardinage. Elle était toujours impeccablement vêtue, parée de soieries discrètes et de simples rangs de perles parfaites, toujours occupée, toujours posée. Mais moi, vivant dans un coin tranquille de son orbite, je voyais le vide immense laissé par son défunt mari. Fiona était une femme naturellement faite pour le partenariat, le dialogue, la vie partagée, mais elle était désormais contrainte de naviguer dans la solitude d'une maison qui murmurait constamment des souvenirs. Elle n'était pas seulement en deuil, elle substituait au deuil un mouvement perpétuel. Ce jeudi-là était l'un de ses engagements majeurs, animer son club de littérature de haut niveau. La soirée était un tourbillon de bavardages polis et aigus, de tintements de verre à vin coûteux et de discussions intellectuelles forcées dans le salon brillamment éclairé. Je restais dans mon atelier, mais les sons se propageaient, et j'entendais la convivialité forcée qu'elle devait maintenir. Lorsque les derniers phares de la dernière berline disparurent dans l'allée, je pénétrai dans la maison principale, ostensiblement pour me préparer un café tardif dans la grande cuisine froide en marbre. Mais je marquai une pause, sachant qu'elle traverserait le salon pour se retirer dans sa suite isolée. J'avais parfaitement planifié cela. J'entendis la lourde serrure de la porte d'entrée, le clic métallique résonnant trop fort dans le silence soudain et choquant. Un instant plus tard, elle entra, poussant un soupir doux, profond et totalement inconscient, un son d'épuisement discret que seul le silence et ma proximité me permettaient d'entendre. Elle s'appuya lourdement contre la porte de la cuisine, fermant les yeux un bref instant de vulnérabilité, abandonnant momentanément sa posture élégante. Une nuit fatigante, Fiona, demandai-je, ma voix coupant net le silence, la faisant sursauter. Elle ouvrit les yeux, surprise. Jude. Mon Dieu, tu dois faire du bruit en marchant. Oui, c'était nécessaire, je suppose, répondit-elle, forçant un petit sourire fatigué, tendant la main pour retirer une perle d'oreille parfaite, révélant ainsi la courbe fragile de son cou. Je marchai vers elle, ma tasse à la main, réduisant la distance que notre arrangement impliquait habituellement. Est nécessaire, répétai-je, laissant planer le mot. Tu animes ce club chaque semaine, Fiona, mais tu as l'air soulagée que le public soit parti. Pas enthousiasmée par la conversation, elle se redressa aussitôt, reconnaissant l'intrusion. Sa posture se corrigea instantanément. J'apprécie leur compagnie, Jude. Ils me permettent de rester connecté au monde. Ils respectent mon intellect. Vraiment, demandai-je d'une voix basse, poussant la confrontation. Ou bien fournissent-ils simplement un public essentiel à la version de Fiona que tu t'es imposée? La veuve parfaitement posée, élégante et posée, qui a tout sous contrôle. Elle tressaillit visiblement.
Elle était habituée à mon respect méticuleux et à mon aide invisible, pas à cette intrusion directe dans sa vie affective. Les décennies qui nous séparaient furent effacées par le poids de ma vérité. Tu réfléchis trop, Jude. C'est ta prérogative de jeunesse de trouver du drame là où il n'y a que la routine. Je ne pense pas, rétorquai-je, baissant les yeux vers elle, trop proche maintenant pour être purement familiale. Je pense que tu es simplement épuisé par cette performance constante. Tu es entré dans cette maison pour être une partenaire, la pièce maîtresse d'une vie partagée. Et je te vois, Fiona, je vois le vide qu'il a laissé, et je vois la profonde solitude dans ce lieu magnifique et vide. Elle fit un petit pas en arrière, involontaire et brusque, son sang-froid parfait se brisant enfin. Ne parle pas de ce que tu ne comprends pas, Jude. C'est ma vie. Mon chagrin n'appartient qu'à moi. C'est notre maison, Fiona, et ton chagrin est devenu mon atmosphère, corrigeai-je, fixant son regard, refusant de la laisser prendre ses distances. Je parle du silence partagé entre nous, devenu si bruyant que je ne peux plus l'ignorer. Nous nous sommes tous les deux accrochés à l'idée que nous devions maintenir un respect poli et distant. Mais nous vivons sous le même toit, aux prises avec le même fantôme résonnant d'une personne disparue. Son cœur battait visiblement fort sous son chemisier en soie. Elle aperçut l'inéluctable vérité dans mes mots, la solitude partagée, l'observation mutuelle de son profond malheur. Mais il y avait autre chose dans mon regard, quelque chose qui franchissait la frontière entre un parent inquiet et un intérêt personnel intense, une attention à la fois enivrante et profondément effrayante pour elle. Je crois avoir compris ce soir, continuai-je d'une voix à peine murmurée, que je te dois bien plus que réparer les tuiles du toit ou recharger ta voiture. Fiona, je te dois l'honnêteté, et je ne sais pas comment te l'offrir sans enfreindre les règles de notre petit arrangement. Des règles que tu souhaites désespérément voir brisées, je crois. Je la vis déglutir, son élégante sérénité complètement disparue, remplacée par une vulnérabilité brute qui effaça momentanément les années qui nous séparaient. La différence d'âge, les titres, le lien familial sacré, tout cela devint soudain insignifiant. Nous étions simplement deux personnes seules, trop proches dans une maison construite pour les autres. Nous devons tous les deux changer notre façon de vivre dans cette maison, conclus-je, mes yeux s'attardant sur elle, la forçant à interpréter le véritable et dangereux sens du mot « changement ». L'implication était claire, la politesse devait cesser, et quelque chose d'autre, de partagé, devait commencer. La cuisine s'était plongée dans un profond silence pesant. La tension émotionnelle entre nous était intense et palpable, un poids lourd qui défiait l'architecture délicate de la maison. Fiona se tenait raide, son calme à peine accroché à elle face à l'honnêteté soudaine et agressive d'un jeune parent censé être un élément secondaire, et non un observateur exigeant de son âme. « Tu es totalement présomptueux, Jude, dit-elle, parvenant enfin à rompre le silence, sa voix retrouvant un peu de sa fermeté habituelle, bien que teintée d'une tension évidente. Tu projettes ton agitation juvénile et ton manque de direction sur ma vie bien réglée. Ma vie n'est pas un vide, c'est un choix. Un choix que j'ai fait après mûre réflexion. Est-ce un choix, Fiona, demandai-je d'une voix ferme mais douce, l'empêchant de reculer et la forçant à maintenir ce contact visuel difficile. Ou est-ce une magnifique cage dorée érigée pour honorer un passé qui n'est plus qu'un souvenir résonnant? Tu consacres toute ton énergie à entretenir l'image de la veuve stoïque, élégante, occupée et satisfaite. Mais c'est moi qui te vois quand les lumières sont tamisées, Fiona. Je vois l'anxiété avant tes événements sociaux et le soulagement accablant et désolant quand la dernière voiture quitte l'allée. Elle voulut désespérément chasser mes paroles, me rappeler l'immense différence entre nos âges, nos expériences de vie et nos titres. Mais la précision implacable de mon observation semblait la paralyser. Et que propose exactement ta sagesse de 24 ans face à cette grande perception, Jude? Analyser ma solitude résout-elle la tienne? Est-ce que cela me ramène la vie que j'ai perdue? Je fis un pas lent et délibéré vers elle, réduisant la distance qu'elle avait instinctivement tenté de maintenir, la forçant à affronter la tension physique. Cela modifie la distance entre nous. Cela change les règles de la maison. Pendant des mois, j'ai dû te traiter comme une relique familiale sacrée, ne méritant que déférence et servitude silencieuse. Mais là, je vois une femme fatiguée, profondément frustrée par sa performance et profondément seule dans sa réussite. Et je le sais,
car je suis moi aussi désespérément seul, isolé à l'ombre de ce réconfort silencieux et accablant. Ce mot, solitaire, était la véritable transgression de l'étiquette, l'ultime atteinte familiale. C'était un aveu à la fois terrifiant pour elle et étrangement exaltant pour moi. Et dis donc, Jude, murmura-t-elle, les yeux rivés sur mon visage, cherchant la sincérité sous l'audace de ma confrontation. J'acquiesçai, laissant mon regard s'attarder sur elle, observant son apparence, le léger tremblement de sa main lorsqu'elle ajusta le revers de sa manche en soie, la façon dont la douce lumière de la cuisine mettait en valeur la peau élégante et délicate de sa clavicule. Parce que la seule chose que je te dois vraiment, c'est la vérité, Fiona, pas la distance polie d'un client payant, ni le respect servile d'un petit-neveu. Et la vérité, c'est que je ne peux plus être simplement le neveu prétentieux. Je suis un homme qui regarde une femme qu'on m'a appris à admirer pendant la moitié de ma vie, souffrir en silence. Elle déglutit difficilement, levant la main, non pas en signe de rejet, mais presque comme pour s'ancrer elle-même, son propre corps. Je voyais le conflit brut dans ses yeux, le désir ardent de préserver sa dignité se heurtant au soulagement profond et silencieux d'être enfin vraiment vue, dépouillée de ses titres et de ses rôles. Tu entres dans un espace interdit, prévint-elle d'une voix à peine rauque, le titre de grand-tante se dissolvant dans l'air. Tu es mon jeune parent. Je suis assez âgée pour être ta grand-mère. Il y a des limites infranchissables, et les règles établies par la génétique et l'âge sont précisément celles derrière lesquelles nous nous cachons, n'est-ce pas? N'est-ce pas, rétorquai-je, franchissant le pas nécessaire, me plaçant bien dans son espace. Le parfum subtil de son parfum, cher et mature, de jasmin et de santal, emplissait l'air qui ne séparait plus nos visages que de quelques centimètres. Mais, Fiona, je pense que nous devons tous les deux cesser de prétendre que les règles établies par une génération absente et un partenaire absent dictent encore notre façon d'interagir dans cette maison. J'ai levé la main, imitant exactement le geste apaisant que je l'avais vu faire, et j'ai délicatement pris son coude en coupe, mon pouce reposant légèrement sur le tissu délicat de sa robe. Le contact était minime, assez familier pour être excusé, mais assez chargé pour véhiculer toutes les insinuations dangereuses que je n'exprimais pas. Elle n'a pas bronché ni reculé. Elle est restée complètement figée, toute son attention fixée sur mon visage, la chaleur subtile et palpable de son corps sous mon pouce. Une reconnaissance silencieuse et mutuelle de la limite chargée et transgressée. Je pense que nous devons tous les deux cesser de prétendre qu'il ne s'agit que d'un arrangement poli et distant défini par un arbre généalogique, murmurai-je, mon regard laissant les implications non exprimées du sanctuaire émotionnel, de la vulnérabilité partagée et de la proximité interdite planer dans le silence de la cuisine. Ce n'est plus seulement poli depuis très longtemps, plus depuis le jour où j'ai emménagé et commencé à te voir. Sa respiration s'arrêta brusquement, ses yeux écarquillés par un mélange de peur, d'excitation et de reconnaissance. Elle comprenait ce que je sous-entendais, que la profondeur de sa dépendance envers moi, la complexité de notre dynamique, était un aveu du vide que son mari avait laissé. Elle savait que ce changement dont je parlais impliquait la reconnaissance de la tension profondément complexe et inhabituelle qui s'était installée entre nous dans le vide de sa vie. Elle n'a pas donné de réponse verbale. Elle s'est contentée de soutenir mon regard, les yeux emplis d'émotions contradictoires, reconnaissant le dangereux secret partagé. Dans cet instant chargé et silencieux, la différence d'âge de 21 ans, les titres et l'immense distance familiale se dissipèrent. Il n'y avait que deux personnes profondément seules, trop proches dans le calme d'une nuit tardive, enfin honnêtes quant à leurs besoins mutuels de connexion et d'évasion des rôles étouffants dont elles avaient hérité. Dans cet instant de tension électrique, mon pouce légèrement posé sur son coude, les règles fragiles et complexes de notre maison n'ont pas été simplement transgressées. Elles ont été complètement anéanties. Fiona a maintenu un contact physique minimal pendant une période prolongée et délibérée, permettant à la dangereuse chaleur mutuelle de notre secret de persister entre nous. Tu parles de règles et d'arrangements, Jude, parvint-elle enfin à articuler d'une voix tendue mais assurée, retrouvant une fragile dignité. Elle marcha lentement, non pas vers sa chambre, mais vers la grande fenêtre donnant sur le jardin sombre et silencieux, scrutant son reflet dans la glace comme si elle cherchait la femme que je venais de l'accuser de cacher. Mais quel est le véritable prix de cette honnêteté? Cela signifie reconnaître que, pendant des mois, la relation la plus constante et la plus difficile de ma vie n'était pas avec mes souvenirs, mais avec la présence subtile, intrusive et persistante de mon parent.
Une présence qui me rappelait constamment ma propre solitude, désespérée et dévorante. Je la suivis, m'arrêtant à une distance respectueuse mais délibérée derrière elle, laissant le silence froid et vide de l'immense maison amplifier mes paroles suivantes. Le prix à payer est la destruction de l'illusion, Fiona. L'illusion coûteuse et polie que tu es parfaitement bien seule, et l'illusion tout aussi épuisante que je ne suis rien de plus qu'un garçon faisant des corvées pour un loyer modique. J'en ai assez de la culpabilité d'en être le témoin, Fiona. La culpabilité de te voir te contenter de cette suffocation silencieuse et magnifique. Comme si je te devais quelque chose de bien plus fondamental que le loyer ou l'aide sociale. Quelque chose comme la libération de cette performance perpétuelle. Ses épaules s'affaissèrent légèrement sous la soie, son élégance légendaire momentanément perdue dans un profond épuisement. « Liberté » répéta-t-elle doucement, ce mot, un aveu complexe et chargé. La chose même pour laquelle je me suis battue, la chose que j'ai gagnée, et la chose même qui, maintenant, s'étend entre les murs d'une cellule de prison. Alors, redéfinissons-la ensemble, rétorquai-je en marchant jusqu'à me tenir juste à côté d'elle, tous deux scrutant le sombre reflet de la pièce dans la vitre. Ta solitude est le prix inévitable de ton intégrité, oui, mais tu n'as pas à la porter en silence. Nous n'avons pas à vivre dans l'attente du bonheur passé, ni dans la crainte des obligations sociales futures. Je pense que le silence dans cette maison, la maison qui nous appartient désormais véritablement, est ce qui nous lie réellement, et non le vague souvenir d'un arbre généalogique. Elle se retourna lentement, le visage marqué par une profonde fatigue, mais ses yeux brillaient d'une lucidité provocante, presque téméraire, le regard d'une femme qui en avait enfin fini avec la politesse. Tu es totalement impitoyable avec la vérité, Jude. Tu arraches des couches que j'avais professionnellement scellées. Tu utilises ta propre douleur et ta vulnérabilité comme un outil pour forcer les autres à reconnaître les leurs. J'ai appris à être impitoyable avec la vérité grâce aux décennies de mensonges confortables dans lesquels j'ai été élevé, répondis-je, le regard imperturbable, le ton intense et sérieux. Et je refuse que ta vie, cette vie vibrante, belle et accomplie, soit définitivement définie par l'absence et le deuil. Tu mérites d'être vue telle que tu es, Fiona, et non pas simplement comme le fantôme d'une veuve. Et je mérite de te voir ainsi, de voir la vraie femme. Le poids de ma déclaration était immense. Elle comprenait ce que je voulais dire. Le lien émotionnel, intellectuel et situationnel partagé qui s'était développé entre nous était une réalité qui remplaçait fondamentalement les anciens titres familiaux. Elle ne recula pas. Au contraire, elle fit délibérément un demi-pas plus près, comblant le dernier fossé physique, me mettant au défi de maintenir l'intensité de l'instant. Et qu'implique finalement de me voir telle que je suis, Jude, demanda-t-elle, sa voix rauque et chargée. Reconnaître les années, la différence, l'impossibilité profonde et inhérente de ce que tu suggères que l'avenir pourrait réserver? Je ne répondis pas par des mots. Je soutins simplement son regard, laissant mon silence exprimer toute la complexité de mon intention, mon soutien indéfectible, ma profonde compréhension et la dévotion féroce, protectrice et inhabituelle qui transcendait les limites de notre relation brisée. Je laissai mes yeux se poser brièvement sur sa bouche, puis les relever, m'assurant qu'elle comprenait l'absolue signification de mon observation. Le contact n'était pas physique, mais la communication était totale et absolue. Fiona ferma brièvement les yeux, absorbant la vérité de la situation, la tension et l'acceptation finale et terrifiante de leur vulnérabilité. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, une résolution silencieuse brillait dans son regard, un mélange de peur, de défi et d'une reconnaissance muette que les règles de notre maison, de notre relation, avaient été irrévocablement redéfinies.